On nous a persuadé que le progrès technique est une ligne droite, menant de la machine à vapeur primitive aux voitures électriques modernes. On nous a menti dans les manuels scolaires. On nous a menti dans les cours universitaires. Et on continue de nous mentir en ce moment même, quand vous regardez de vieilles photographies en noir et blanc de la fin du 19e siècle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur les clichés des villes de cette époque, qu'il s'agisse de Paris, Buenos Aires ou de la vieille Moscou, les rues semblent plus propres, plus technologiques et plus harmonieuses que 50 ans plus tard? Avez-vous vu ces tramways? D'énormes et lourds wagons métalliques remplis de gens qui filent sur les rails. Mais regardez de plus près, zoomez sur l'image. Il n'y a pas de chevaux attelés à l'avant. Il n'y a pas de nuages de vapeur ou de fumée, caractéristiques des moteurs à charbon. Et le plus effrayant pour les historiens officiels, il n'y a pas de câbles. Au-dessus des rues, le ciel est pur. Il n'y a pas cette toile d'araignée de câbles qui a enchevêtré nos villes au XXe siècle. Sur quoi roulent ces mastodontes de plusieurs tonnes? Comment se déplacent-ils avec une telle vitesse et fluidité, si la science officielle affirme que le moteur à combustion interne était alors à ses balbutiements, et que l'électrification ne faisait que ses premiers pas timides? Bienvenue dans la réalité qu'on nous a volée. Aujourd'hui, nous allons révéler l'une des plus grandes supercheries de l'ère industrielle. Nous parlerons des tramways sans fil et des technologies qui ont été détruites au profit de la dépendance au pétrole. L'histoire officielle essaie de nous faire avaler des explications ridicules. On vous dira que c'est un tramway hippomobile, simplement que les chevaux ont été temporairement détachés pour la photo. Sérieusement? Sur les clichés où le tramway est en mouvement, où les silhouettes des passants sont floues, les chevaux ne sont pas visibles non plus. Ils ne sont tout simplement pas là. Une autre version des historiens, ce sont les tramways pneumatiques à air comprimé, ou les premières expériences avec des accumulateurs. Faisons appel à la logique et à la physique élémentaire, sur lesquelles les académiciens préfèrent garder le silence. Pour déplacer un wagon pesant 8 ou 10 tonnes et le transporter sur un trajet de 20 km, il faut une consommation d'énergie colossale. Les accumulateurs de la fin du 19e siècle étaient des monstres au plomb acide d'une capacité insignifiante. Si un tel tramway fonctionnait avec des batteries de l'époque, la moitié du wagon serait occupée par les batteries elles-mêmes, et le temps de charge triplerait le temps de fonctionnement. C'est économiquement non rentable, c'est techniquement absurde pour les transports en commun. Néanmoins, les données d'archives confirment. Des tramways sans fil circulaient dans des centaines de villes du monde. Leurs horaires étaient serrés, leurs itinéraires longs. C'était un système rodé et fonctionnel, et non des expériences isolées d'inventeurs excentriques. Maintenant parlons de la pneumatique. Oui, le système de Louis Mékarski existait, les tramways à air comprimé. On nous brandit cette technologie au visage comme l'unique preuve. Mais regardons les chiffres. Pour le fonctionnement d'un réseau pneumatique, il faut des stations de compression gigantesques, injectant une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Où sont ces stations sur les cartes des villes du 19e siècle? Elles n'y sont pas. Pour recharger un tel tramway en air, il faudrait s'arrêter tous les 3 ou 4 kilomètres. Or, à en juger par les chroniques, les transports fonctionnaient sans interruption à travers toute la ville. De plus, la pneumatique est bruyante. Elle siffle, rejette de l'air froid, créant condensation et verglas. Cependant, les mémoires des contemporains décrivent le fonctionnement de ces tramways comme étonnamment fluide et silencieux. Pas de sifflement, pas de grondement, pas de fumée. Alors, qu'est-ce qui faisait avancer ces wagons? Pourquoi sur les photographies d'exposition à Paris ou Chicago, voyons-nous des mécanismes complexes qui n'ont pas de source d'alimentation visible? Nous abordons la question la plus embarrassante pour l'énergie moderne. Et si les rails n'étaient pas de simples guides? Et si l'infrastructure même des villes de cette époque, héritée d'une civilisation précédente, plus développée, faisait partie d'un gigantesque système énergétique?
Regardez la construction de la voie ferrée de ces années-là. Pourquoi poser tant de métal? Pourquoi une telle profondeur d'enfouissement des fondations, si ce n'est qu'une simple voie pour les roues? Les ingénieurs de l'époque, que nous considérons avec condescendance comme naïfs, construisaient avec une marge de sécurité qui aurait suffi pour des centaines d'années. Ou bien ne faisaient-ils que restaurer ce qui existait déjà? Il existe une version selon laquelle les rails servaient de mise à la terre ou de circuit de retour, et que l'énergie était transmise d'une manière complètement différente, qui ne nécessitait pas la combustion d'hydrocarbures. Nous voyons des photographies où les tramways ont d'étranges antennes ou arcs, ne touchant aucun fil. Les officiels vous diront « c'est juste un décor ou un paratonnerre ». Un paratonnerre sur un transport public qui circule au milieu de hautes maisons en pierre? Vous plaisantez. Ces dispositifs ressemblent étrangement à des résonateurs. Si l'on admet que l'atmosphère de l'époque, ou l'espace même des villes, était saturé d'électricité atmosphérique, alors le tramway était simplement un récepteur de cette énergie. Il naviguait dans un flux énergétique, comme un voilier navigue au gré du vent. Gratuitement, proprement, silencieusement. Mais cela dérangeait fortement quelqu'un. Imaginez un monde où l'énergie ne peut pas être vendue, parce qu'elle est partout. On ne peut pas mettre un compteur sur les terres. On ne peut pas monopoliser l'électricité atmosphérique. C'est pourquoi, au tournant des 19e et 20e siècles, une étrange et illogique substitution de technologie a lieu. Soudain, comme sur commande, dans toutes les grandes villes, on commence à tendre des fils. Le ciel est couvert d'un filet de cuivre. Les beaux wagons autonomes sont mis à la ferraille ou défigurés en leur soudant des pantographes. On nous dit que c'était l'électrification. J'affirme que c'était la désélectrification. C'était un retour en arrière. On nous a fait passer de technologies sans fil, accessibles à tous, à l'aiguille filaire, dont le contrôle est entre les mains d'une poignée de banquiers et d'industriels. Regardez les dates. L'apparition du système de la réserve fédérale, l'apogée de l'empire Rockefeller, le début de la ruée vers le pétrole. Tout cela coïncide avec la disparition du transport sans fil. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un nettoyage. Nous avions promis de descendre sous terre, mais avant de révéler les secrets des communications souterraines, examinons attentivement ce qui se trouvait directement sous les pieds des citadins du 19e siècle. La réponse à l'énigme des tramways sans fil ne réside pas seulement dans les wagons eux-mêmes, mais aussi dans le revêtement routier, dont la complexité d'exécution dépasse de nombreuses autoroutes modernes. Les historiens officiels affirment qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu un boom de la construction de tramways. Soudain, comme par enchantement, dans des centaines de villes du monde entier, de la Nouvelle-Zélande à l'Empire russe, des milliers de kilomètres de voies d'acier commencent à être posées. Réfléchissez aux chiffres. Des milliers de kilomètres d'acier de haute qualité. Ici, nous rencontrons la première contradiction sérieuse qui détruit la chronologie officielle. Référez-vous aux statistiques de la métallurgie de l'époque. On nous dit que l'industrie ne faisait que passer de la fonte à l'acier, que le processus Bessemer ne faisait que prendre de l'ampleur. La production d'acier était chère, laborieuse et limitée. Et maintenant, comparez cela avec les photographies de ces années-là. Nous ne voyons pas seulement quelques branches au centre de la capitale. Nous voyons une couverture totale des villes par un réseau ferré. Les rails s'enfoncent à l'horizon. Ils sont posés dans les quartiers résidentiels, dans les zones industrielles. Ils relient les villes voisines. D'où est venue une telle quantité colossale de métal? Si l'on en croit les rapports officiels sur la productivité des usines, la production d'un tel volume de rails aurait nécessité des décennies de fonctionnement ininterrompu de tous les hauts fourneaux du monde. Mais les villes étaient couvertes d'un réseau de voies en 2 ou 3 ans. Les mathématiques sont impuissantes ici, si l'on se base sur les manuels d'histoire. La seule explication logique est que ces voies n'ont pas été produites au 19e siècle. Elles ont été déterrées. Regardez les photographies de la soi-disant construction de voies de tramway dans les vieilles villes.
Vous n'y verrez pas le processus de pose de la fondation, du ballast, ni de calcul d'ingénierie complexe. Vous verrez des gens avec des pelles, déblayant la boue et l'argile, révélant une voie ferrée déjà prête, parfaitement plane. Ils ne font que nettoyer l'héritage d'une civilisation précédente, qui s'est retrouvée ensevelie sous une couche de terre après la catastrophe globale du milieu du XIXe siècle. C'est pourquoi l'écartement des voies dans le monde entier a des standards étrangement unifiés, qui ont ensuite commencé à être frénétiquement modifiés pour diverses tailles prétendument nationales. Le réseau initial était un système unique et global. Revenons maintenant à la question de l'alimentation. S'il n'y a pas de fil au-dessus, cela signifie que l'énergie venait d'en bas? La science officielle admet à contre-cœur l'existence de systèmes dits à prise de courant par le bas. On nous parle des systèmes Dolter, Diato ou des technologies à plot. Prétendument, il y avait des contacts métalliques entre les rails qui ne fournissaient du courant qu'au moment du passage du tramway. On nous dit que c'était peu fiable, dangereux, craignait l'eau et la saleté, et que c'est pourquoi ils ont été abandonnés au profit des fils aériens. C'est un mensonge destiné à cacher la véritable nature de la technologie. Regardez les anciennes gravures et photos de rues sous la pluie. Les tramways roulent, des flaques partout, de la boue, du fumier de cheval, et le tramway roule. S'il s'agissait d'un système de contact électrique primitif, tel que décrit dans les bureaux de brevets de l'époque, tout court-circuit dû à l'eau paralyserait le mouvement. Le principe était donc différent. La technologie était sans contact. Ces mêmes boutons métalliques ou caniveaux entre les rails que nous voyons sur les vieilles photos n'étaient pas de simples contacts. C'étaient des bobines d'induction ou des résonateurs intégrés dans le revêtement routier. Le tramway recevait de l'énergie par induction électromagnétique, exactement comme votre téléphone se recharge aujourd'hui à partir d'une station sans fil. Seulement, les échelles étaient industrielles. Cela explique la fluidité incroyable de la marche et l'absence de moteur lourd à l'intérieur des wagons. La route elle-même était le moteur. Le wagon interagissait simplement avec le champ généré par l'infrastructure. C'était un système génial. Pas de pièces frottantes, pas de carburant à brûler, pas d'usure des fils. Mais ce système avait un défaut fatal pour les envahisseurs du Nouveau Monde. L'énergie ne pouvait pas être dosée pour un consommateur spécifique. On ne pouvait pas installer de compteur sur chaque wagon si le champ était commun à toute la rue. Et c'est ici que nous abordons le paradoxe démographique. Qui voyageait dans ces tramways? Regardez les panoramas des villes. De larges avenues, une architecture majestueuse, des cathédrales gigantesques et le vide. Dans les rues, de rares passants, des charrettes solitaires et ces immenses tramways vides. Les données officielles sur la population des villes de la fin du XIXe siècle sont ridicules comparées à l'ampleur des constructions. Les villes étaient construites ou reconstruites pour des millions d'habitants, mais seulement des dizaines de milliers y vivaient. Pourquoi étendre un réseau de transport aussi complexe dans des zones où personne ne vit? Pourquoi lancer des lignes avec un intervalle de 5 minutes s'il n'y a personne pour les utiliser? La réponse est effrayante par sa simplicité. Le système de transport fonctionnait en mode automatique. Il avait été lancé bien avant que de nouveaux colons, nos ancêtres, amenés pour exploiter les ruines, ne s'installent dans ces villes. Les tramways continuaient à fonctionner selon d'anciens programmes, comme le sang continue de circuler dans un corps en coma. Nous voyons sur les photos non pas le triomphe du progrès technique du XIXe siècle, mais l'activité résiduelle d'un mécanisme hautement développé dont les propriétaires ont disparu. Les gens sur les photos, ces mêmes constructeurs en blouse sale et casquettes, semblent étrangers sur fond de façades antiques et de transports de haute technologie. Ils ne construisent pas, ils exploitent ce qu'ils ne peuvent pas entièrement comprendre. Ils adaptent des technologies divines à leurs besoins primitifs. C'est à cette période que commencent les reconstructions massives. Qu'est-ce qu'une reconstruction dans la compréhension des nouvelles autorités? C'est une simplification.
Des systèmes d'induction complexes sont arrachés des pavés car personne ne sait comment les réparer. Au lieu de la traction sans fil éternel, on commence à installer des poteaux disgracieux et à tirer des fils de cuivre. Ce n'est pas du progrès, c'est de la dégradation. C'est une tentative de faire fonctionner un ordinateur complexe avec une dynamo et 2 fils. Mais il y avait aussi ceux qui comprenaient comment cela fonctionnait. Des ingénieurs renégats, dont les noms sont effacés de l'histoire, ou bien des représentants de l'élite qui a pris le pouvoir après la catastrophe. Ils savaient que l'énergie gratuite était une menace pour leur contrôle. C'est pourquoi la destruction du transport sans fil a été parallèle à la création de l'énergie basée sur les combustibles. Ils devaient nous vendre une ressource. Si le tramway roule tout seul, en tirant son énergie du sol, on ne peut pas gagner des milliards avec ça. Si le tramway est attaché à un fil qui mène à une centrale électrique brûlant du charbon ou du pétrole, vous obtenez un esclave éternel et un payeur éternel. Si nous cessons de regarder les rails sous nos pieds et levons les yeux plus haut, vers les toits de ces machines mystérieuses, une découverte encore plus choquante nous attend. Les dessins officiels et les légendes des musées nous assurent que les étranges structures au sommet des anciens tramways ne sont que des éléments de ventilation, des vases décoratifs ou de primitifs paratonnerres, mais faisant preuve d'un esprit critique d'ingénieur et non de touriste. Pourquoi un transport urbain, qui se déplace au milieu des canyons de pierre des rues, aurait-il besoin de paratonnerres si complexes et massifs? Et pourquoi la ventilation est-elle réalisée sous forme de spirales, de sphères et de grilles ouvragées qui reproduisent trait pour trait les schémas de bobines d'induction et de circuits résonnants? Regardez les photographies de tramways de la fin du XIXe siècle. Sur les toits, nous voyons de véritables complexes de laboratoire. Ce n'est pas de la décoration, ce sont des nœuds fonctionnels. Ces bosses, crêtes et coupes sont des antennes réceptrices et des condensateurs d'énergie éthérique. Si l'on admet que l'atmosphère de l'époque était saturée d'électricité statique ou d'un champ spécialement modulé, alors le tramway n'était pas un véhicule à moteur, mais un résonateur mobile. Il n'avait pas besoin de fil, car il faisait lui-même partie du circuit, fermant la boucle entre l'ionosphère, ou les émetteurs sur les tours, et la Terre via les rails. Cela explique l'une des principales étrangetés du tramway ancien, l'absence d'un groupe motopropulseur visible. Où est le moteur? Où sont les énormes chaudières à vapeur ou les batteries d'accumulateurs capables de tirer 10 tonnes d'acier? Ils n'y sont pas. Les bogies sous les wagons semblent trop ajourés et légers pour y loger de puissants moteurs électriques du modèle de 1890. La réponse est simple. Le moteur était la caisse elle-même. Le wagon entier fonctionnait comme une bobine d'induction, créant une traction par interaction avec un champ externe. Nous regardons des technologies de Tesla, réalisées en métal, mais on nous a fait croire que ce n'était qu'une belle calèche. Maintenant, tournons notre regard vers le poste du Wattman. Et ici, la version officielle commence à craquer de toutes parts. Sur les clichés les plus anciens, encore non retouchés, nous voyons un détail effrayant. La cabine du conducteur est souvent tout simplement absente. Il y a une plateforme ouverte, balayée par tous les vents. Pouvez-vous imaginer une personne travaillant sur une telle plateforme par moins 20 degrés, 12 heures par jour? Sans vitres, sans chauffage, debout? C'est physiquement impossible. L'homme serait mort d'hypothermie ou de pneumonie en une semaine. Cependant, sur les photos, nous voyons de braves hommes en uniforme, debout près d'étranges leviers, vissés, semble-t-il, au tout dernier moment. Ces éléments de commande, de grossières poignées, d'énormes roues, des interrupteurs primitifs, ressemblent à des excroissances étrangères sur le corps parfaitement conçu du tramway. C'est la preuve du piratage. Initialement, ces véhicules étaient autonomes. C'étaient les drones du passé. Le système fonctionnait automatiquement, obéissant au rythme unique du réseau urbain. Les tramways s'arrêtaient et accéléraient d'eux-mêmes, obéissant aux signaux du champ. Lorsque les nouveaux maîtres du monde ont conquis les villes, ils n'ont pas pu restaurer le processeur de commande centrale.
Ils ont dû faire passer le système en mode manuel. Ils ont brutalement intégré des freins mécaniques et des rhéostats dans l'électronique complexe, ont déporté les commandes sur des plateformes ouvertes et y ont placé un bio-robot, un homme. Plus tard, réalisant que les conducteurs gelaient simplement, ils ont vitré à la hâte ces plateformes, créant ces cabines anguleuses et disgracieuses qui contrastent si fortement avec le design élégant de l'habitacle principal. Nous voyons les traces d'une adaptation artisanale d'un appareil de haute technologie à des besoins primitifs. Un autre fait qui déroute les physiciens est celui des tramways à 2 étages, appelés impériales. Il y en avait un grand nombre. Imaginez une voie étroite, souvent de moins d'1 mètre de large, et sur cette base étroite se dresse une machine haute et lourde, avec des dizaines de personnes assises au 2e étage. Selon les lois de la physique, le centre de gravité d'un tel wagon est d'une hauteur critique. À chaque virage, à chaque coup de vent latéral, il devrait immédiatement se renverser. Mais il roulait vite et en douceur. Les officiels bredouillent quelque chose à propos d'un fond lourd et de lest. Mais pour compenser le poids des passagers du 2e étage, le fond devrait être entièrement coulé en plomb, ce qui rendrait le tramway intransportable. La seule solution technique qui assure la stabilité d'une telle structure est un gyroscope. Un puissant volant d'inertie stabilisateur caché dans la plateforme. L'effet gyroscopique maintenait le wagon vertical, même dans les virages les plus serrés. Mais un gyroscope est une mécanique de précision, nécessitant des vitesses de rotation élevées et un équilibrage parfait. D'où venaient de telles technologies à une époque où, nous dit-on, le summum du progrès était une charrette à foin? Nous avons affaire à une technique qui était en avance sur notre temps. Un fonctionnement silencieux, l'absence de vibration, une fluidité de freinage incroyable, tout cela est décrit par les témoins oculaires dans leurs journaux. Ils s'étonnaient que le tramway s'arrête comme planté, sans que les passagers ne tombent. C'est impossible avec des freins à sabots mécaniques. C'est possible uniquement en utilisant le freinage électromagnétique ou la gestion de l'inertie gravitationnelle. Mais le plus effrayant n'est pas que ces technologies aient existé. Le plus effrayant est la rapidité avec laquelle elles ont disparu. Comme sur commande, une campagne de simplification a commencé dans le monde entier. Les superstructures complexes des toits ont été découpées au chalumeau. Les gyroscopes ont été retirés, remplacés par des suspensions primitives, ce qui a fait trembler et gronder les wagons. L'automatisme a été arraché à la racine. On ne nous a laissé qu'une boîte de fer, qu'on a forcé à s'alimenter par un fil primitif. Une lobotomie technologique a eu lieu. D'un appareil intelligent et autonome, on a fait une charrette stupide à traction électrique. Et là se pose la question de la production. Où sont les usines qui fabriquaient ces chefs-d'œuvre? On nous montre des photos d'ateliers du début du XXe siècle. Saleté, travail manuel, cale en bois. Et vous voulez dire que dans ces hangars, on assemblait des carrosseries métalliques parfaites, hermétiques, d'une géométrie complexe? Où sont les moules de fonderie de taille gigantesque? Où sont les presses capables de plier de telles tôles? Sur les photos, nous ne voyons que des réparations et des assemblages à partir d'éléments préfabriqués. Personne ne produisait ces tramways au XIXe siècle. On les trouvait conservés dans des entrepôts. On les déballait, on les adaptait, on y mettait ses logos et on les présentait comme sa propre invention. Nous portons les haillons d'une grande civilisation. Mais même ces haillons étaient trop bons pour nous. C'est pourquoi ils ont été délibérément abîmés, simplifiés et finalement détruits. Parce que l'existence d'un transport éternel, ne nécessitant ni essence ni pièces de rechange, est un arrêt de mort pour l'économie de marché. Dévoilons le plan par lequel les corporations ont détruit ce type de transport, le remplaçant par des bus puants, et le rôle du grand massacre du tramway aux États-Unis. Vous connaîtrez les noms de ceux qui nous ont privés d'avenir. Nous sommes arrivés à l'étape la plus sombre et la plus cynique de cette tragédie. Si auparavant nous parlions de la façon dont les technologies anciennes étaient simplifiées et brisées, nous allons maintenant discuter de leur destruction physique. Il ne s'agissait pas d'une mort naturelle d'un transport obsolète.
c'était une exécution. Au milieu du XXe siècle, partout dans le monde, comme sur un ordre unique émanant d'un centre invisible, les réseaux de tramways ont commencé à être massivement détruits. Les historiens appellent cela le grand massacre du tramway américain. Mais l'ampleur de ce crime dépasse largement les frontières des États-Unis d'Amérique. C'était un nettoyage global, dont le but était de rendre l'humanité définitivement dépendante du pétrole et d'effacer le souvenir de l'énergie libre. Imaginez la scène. Un système de transport parfaitement fonctionnel, reliant les centres-villes aux banlieues, ne polluant pas l'air, fonctionnant silencieusement et de manière fiable. Et soudain, des sociétés de rachat apparaissent, des sociétés écrans, financées par des géants comme General Motors, Firestone et Standard Oil, commencent à racheter les dépôts de tramway. Pourquoi? Pour les moderniser? Non, elles les achètent pour les fermer. Réfléchissez à cet absurde. Des capitalistes dépensent des millions non pas pour développer un actif, mais pour le liquider. Cela contredit les lois du marché, à moins que l'objectif ne se situe sur un autre plan, celui du contrôle total des ressources. Immédiatement après l'achat, le démantèlement commençait. Cela ressemblait à une invasion de barbares. Les wagons, dont beaucoup auraient pu servir encore un demi-siècle, étaient rassemblés sur des décharges gigantesques. On les arrosait d'essence et on les brûlait. Vous pouvez trouver ces photos effrayantes. Des cimetières de tramway, des montagnes de métal tordu, des carcasses s'étendant à l'horizon. Ils étaient détruits avec une haine maniaque, comme s'il ne s'agissait pas de machines, mais de témoins vivants d'un crime. Pourquoi ne les ont-ils pas refondus? Pourquoi ne les ont-ils pas vendus à d'autres pays? Parce qu'il fallait détruire le principe même. Il fallait montrer aux gens: l'ère de l'électricité et des rails est terminée. Maintenant, vous allez acheter de l'essence. Les bus ont remplacé les tramways éternels. On nous a présenté cela comme un progrès. Le bus est plus maniable, triaient les titres des journaux. Mais regardons les choses en face. Le bus du XXe siècle est une boîte puante et tremblante, dont la durée de vie est 5 fois inférieure à celle d'un tramway. Il a besoin de pneus, fabriqués par Firestone. Il a besoin d'essence, vendue par Standard Oil. Il a besoin de pièces de rechange, produites par General Motors. Le tramway était économiquement non rentable pour les corporations précisément en raison de sa fiabilité et de son indépendance vis-à-vis du carburant. Le tramway sans fil du passé était même une catastrophe pour les banquiers. Il ne nécessitait presque rien, à part l'entretien des voies. Et qu'ont-ils fait des voies? C'est la partie la plus intéressante du ballet de Marlaison. Dans la plupart des villes, les rails n'ont pas été démontés. C'était trop cher et trop long. Ils ont simplement été recouverts d'asphalte. Nous marchons et roulons littéralement sur les os d'une ancienne civilisation. Sous la couche de bitume des rues centrales de Moscou, New York, Paris et Melbourne, se trouve toujours un gigantesque réseau métallique. Ce sont des millions de tonnes d'acier de haute qualité qui fonctionnent comme un réseau de blindage. Il existe une théorie selon laquelle le fait d'enfouir les rails sous l'asphalte avait aussi une signification occulte, ou si vous préférez, physique. Le réseau ferroviaire était un gigantesque circuit de mise à la terre, une partie d'un système énergétique planétaire. En le scellant dans un diélectrique, l'asphalte, les nouveaux maîtres du monde ont rompu la chaîne. Ils ont éteint les villes. Ils ont transformé un environnement actif, générateur d'énergie, en un désert de béton passif. Les villes ont cessé de respirer l'éther. C'était la phase finale du blocage. Regardez les vieilles archives cinématographiques de l'époque. Les gens manifestaient, essayant de défendre leur tramway. Ils comprenaient qu'on leur enlevait le confort et qu'on leur imposait un ersatz. Mais personne ne les écoutait. Les maires des villes étaient soudoyés. La presse était forcée de se taire ou d'écrire des articles de commande affirmant que les tramways gênaient les automobilistes.
C'est alors que fut créé le mythe selon lequel la voiture individuelle est la liberté. Quelle liberté est cela si vous êtes obligé de payer l'assurance, l'essence, les réparations, le stationnement? On vous a plongé dans l'esclavage financier, en vous retirant le transport public gratuit des dieux. L'ironie du sort est que 100 ans plus tard, nous essayons de nouveau de construire des transports légers sur rail. Nous tirons de nouveau des fils, dépensons des milliards pour ce que nous avions déjà, mais sous une forme bien plus parfaite. Nous réinventons la roue en regardant les plans d'un vaisseau spatial. Mais ces vieilles technologies sont perdues à jamais. Les ingénieurs qui connaissaient les secrets de l'ajustement des systèmes résonnants ont disparu. La documentation a été brûlée. Il ne reste que des photographies et ces mêmes rails sous l'asphalte qui parfois transparaissent à travers les nids de poules, nous rappelant ceux que nous avons trahis. Nous vivons dans un monde bâti sur des ruines que nous avons nous-mêmes cimentées. Nous respirons les gaz d'échappement. Nous sommes bloqués dans les embouteillages et nous considérons cela comme normal. Mais quelque part, au fond de notre mémoire génétique, il y a le sentiment que tout devrait être différent. Que les villes devraient être silencieuses, l'air pur et le mouvement fluide et rapide. La destruction des tramways n'était pas seulement un changement de mode de transport. C'était une opération visant à modifier notre conscience, à implanter la psychologie du consommateur au lieu de la psychologie du créateur. On nous a fait oublier que l'énergie peut être un don et non une marchandise.